Bonsoir et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. Hausse des menaces entre les établissements, tensions entre les familles et les chefs d'établissement. Où en est-on des relations entre l'école et les parents? On en parle dans la première partie de l'émission. Parce que lorsqu'une guerre éclate, elle touche aussi les enfants. L'exposition « Enfants en guerre, guerre à l'enfance » retrace un siècle d'histoire, celle qui concerne aussi les plus petits. On en parle dans la seconde partie de l'émission. Mais tout de suite, on fait un point sur l'actualité éducation du jour avec Guillaume Burin. De retour sur le Grand JT, bonsoir Guillaume. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. Tous mes voeux. Merci également. Merci. Alors pour débuter ce JT, le secteur privé de la protection de l'enfance est au bord de l'asphyxie. C'est pourquoi la Caisse des dépôts a rendu au gouvernement un rapport qui vise à le soulager. Avec une vingtaine de propositions qui sont mises sur la table, alors qu'en octobre dernier, le Conseil économique, social et environnemental avait déjà tiré la sonnette d'alarme. Il dénonçait des défaillances et notamment demandait à l'État d'agir très vite. Entre 1996 et 2022, le nombre d'enfants admis par l'aide sociale, notamment à l'enfance, a explosé, enregistrant une chiffre hausse de 46%. Et en parallèle, il y a aussi une pénurie de personnel. Le directeur général délégué de la Caisse des impôts annonce notamment le déblocage de 350 millions d'euros de prêts avec un taux préférentiel notamment pour les départements. L'objectif étant de rénover ou de financer des lieux d'accueil pour héberger justement ces jeunes. Écoutez, Olivier Sichel, c'était au micro de Rémi Brancato pour France Inter. Il y a par exemple 3 juges sur 4 qui aujourd'hui renoncent à placer un enfant qui pourtant est en danger parce qu'il n'y a pas de toit. Donc il y a une urgence à créer ces places. Nous avions fait une première enveloppe de 67 millions qui est partie en 3 semaines pour créer 1200 places. Ce prêt va trouver sa clientèle auprès des départements qui vont avoir ces projets-là à faire. Alors, autre point qui a également été évoqué, renforcer la formation des professionnels pour attirer davantage. Un poste sur 10 est vacant. La création d'une application, là aussi, pour les jeunes afin de les sensibiliser et les amener sur les services dont ils ont droit. On pense notamment à l'obtention de la carte vitale, l'accès au logement social et puis à passer le permis de conduire. Et puis un autre sujet qui est prioritaire, justement, pour la ministre en charge des solidarités et de la famille, Catherine Vautrin, qui en a fait donc sa priorité malgré l'instabilité politique. À l'heure où je vous parle, nous n'avons pas de projet de loi de finances de la sécurité sociale, pas de projet de loi de finances. Ça ne nous empêche pas de mettre en place un projet. Rien n'est plus important dans un pays que sa jeunesse. La ministre au micro de France Inter. Il ne reste donc plus qu'à concrétiser cette annonce avec la création d'un haut commissariat à l'enfance. Emmanuel Macron qui en avait parlé. Il doit intervenir notamment ce mois-ci. Poursuivons avec ce chiffre publié par l'INSEE. Le nombre de naissances recule sur la période entre janvier et novembre 2024, moins 2,8%. Et ce par rapport à la même période précédente. Ainsi, nous pourrions atteindre un niveau plus bas historique sur l'ensemble de l'année. Cela représente près de 16 000 naissances de moins sur la période par rapport à 2023, ce qui porte le nombre de nouveau-nés sur les 11 premiers mois de 2024 à environ 606 000. Alors en France, le nombre de naissances a diminué chaque année depuis 2011, à l'exception de celle de 2021 au sortir du Covid-19. Cette tendance notamment à la baisse des naissances s'explique par la diminution de nombre de femmes de 20 à 40 ans en âge de procréer et surtout par la baisse du taux de fécondité qui s'est établi à 1,68 enfants par femme en 2023 contre 1,79 en 2022. Bien loin donc des objectifs fixés par le président qui avait parlé de réarmement démographique. Alors à ce sujet, je propose d'écouter Julien Damon. Il est professeur à Sciences Po, spécialiste de la politique familiale. C'était ce matin sur RMC. Au regard de ce qui avait été annoncé avec un ton un peu martial. On nous avait promis un réarmement démographique. Alors soyons clairs, strictement rien passé. Concrètement, ce qui avait été annoncé derrière le mot, qui a fait beaucoup de débats, c'était un plan de lutte contre l'infertilité et deuxième chose, une révision des modalités d'indemnisation du congé parental. Il ne s'est rien passé depuis un an. Le sujet le plus important, c'est l'accueil des 0-3 ans, c'est-à-dire le service public de la petite enfance, qui consiste à permettre à tous les futurs parents d'être à peu près certains de disposer d'une place en crèche ou d'une place chez une assistante maternelle. Voilà, c'est ça le point absolument clé. Et pourquoi cela ? C'est parce que ce qui permet aux gens d'avoir des enfants, c'est de pouvoir concilier vie familiale et vie professionnelle. C'est en particulier pour les femmes la possibilité d'être le plus à égalité avec leur conjoint. Et sachez que toutes les régions françaises sont concernées par cette baisse de naissance. Moins de bébés, donc moins d'allocations familiales. Et pourtant, les plafonds de ressources ont augmenté le 1er janvier dernier. Oui, le montant varie, vous le savez, en fonction du nombre d'enfants à charge, au minimum 2, de moins de 20 ans, et des revenus du foyer. Alors, selon les dernières modalités qui vont être applicables jusqu'au 31 mars de cette année, un foyer avec 2 enfants à charge dont les ressources sont inférieures ou égales à près de 75 000 € par an pourrait donc percevoir près de 150 € par mois pour l'allocation à taux plein.
plein. Et plus on va augmenter, moins l'allocation sera forte. Près de 100 000 €. Le montant s'élève aux alentours de 75 €. Et puis dans le dernier cas, là aussi, une allocation qui est proche de 37 €. Et puis pour les grandes familles, celles qui ont au moins 3 enfants, là aussi, les allocations vont donc augmenter. Pour un revenu de 80 000 € par exemple, comptez 338 €. Au-delà, eh bien, le montant est versé entre 169 et 85 €. Bientôt, l'interdiction du port du voile lors d'activités sportives à l'université et pour les accompagnants scolaires. C'est le souhait affiché par Bruno Retailleau. Un sujet épineux qui a été remis sur la table par le ministre de l'Intérieur. Il était justement l'invité hier matin de RTL. Il a tout simplement réaffirmé sa volonté de durcir les règles. Je pense qu'il faut étendre à de nouveaux champs de l'espace public le principe de neutralité. Par exemple, le sport. J'avais fait voter, moi, au Sénat, un texte qui n'a pas été repris par l'Assemblée nationale pour condamner justement le voilement lors des compétitions sportives. Pour préserver le sport, il faut lutter pied à pied, notamment sur tout ce qui constitue notre identité culturelle républicaine, la laïcité. Il faut être absolument intransigeant. Et donc pas de mère de famille accompagnatrice voilée? Non, puisque pour moi, encore une fois, c'est l'école hors les murs. Et ça, pour moi, c'est un principe qui est un principe fondamental. Problème, ces choix et ces rêves, on va dire, affichés par le ministre sont confrontés à la loi. En l'état actuel, les parents d'élèves qui accompagnent en fait des classes à l'extérieur d'un établissement peuvent arborer des signes ou des tenues religieuses qui manifestent ostensiblement leur appartenance religieuse. Pas moi qui le dis, c'est le Conseil d'État qui avait tranché sur ce sujet, qui a donné un avis en 2013. Sous la plus haute juridiction, donc, ces parents sont de simples, je dis entre guillemets, usagers. Ils ne sont ni agents ni collaborateurs donc de l'État. Pour ce qui est de l'université, là, la liberté de conscience et de religion s'applique, vous l'aurez donc compris. Il sera donc impossible d'enlever le port du voile, car c'est, on va dire, autorisé. Dans l'actualité également, le fondateur du site de rencontres controversées, le site Coco, placé en garde à vue, donc le fondateur, est dans le cadre d'une enquête judiciaire liée aux usages criminels de son application. On en avait parlé ici même, effectivement, ce sont des jeunes qui avaient provoqué des guet-apens, qu'ils soient homophobes, suivis notamment d'agressions. Eh bien, cet homme âgé de 44 ans, le fondateur de nationalité italienne, a été entendu par l'unité nationale cyber de la gendarmerie. 3 de ses proches ont également été entendus. Ils auraient notamment tiré profit de certaines infractions ou encore exercé un rôle actif dans l'administration de cette plateforme. Ils ont été toutefois laissés libres à la suite de cette audition. Une enquête préliminaire initiée en décembre 2023 avait notamment centralisé différentes procédures. Il y avait eu plus de 23 000 faits qui avaient été dénoncés. Le site a tout simplement été fermé depuis le mois de juin dernier. Direction les États-Unis maintenant, Guillaume. Mark Zuckerberg, le patron de Meta, donc Meta c'est évidemment Facebook, Instagram, Threads, WhatsApp, a annoncé donc d'importants changements en matière de modération sur ces plateformes. Notamment la fin du fact-checking, le fait de pouvoir vérifier les informations aux États-Unis uniquement. Il sera remplacé par des notes de la communauté, un petit peu comme ce qu'on peut voir sur X, le réseau social d'Elon Musk, Facebook, qui rémunère plus de 80 médias à travers le monde pour utiliser justement ce fact-check sur différentes plateformes, notamment Instagram. Mais pour Mark Zuckerberg, il estime que ces vérificateurs ont trop été orientés politiquement. Ils ont participé à réduire la confiance qu'il n'a pas donc été amélioré, notamment aux États-Unis. Facebook qui va aussi mettre un certain nombre de limites concernant des sujets tels que l'immigration, le genre, qui sont pour la plupart des discours qui sont dominants sur ces plateformes et pour qui notamment les récentes élections semblent être un point de bascule culturelle, notamment l'arrivée au pouvoir dans les prochains jours d'un certain Donald Trump. C'est ce qui a fait bousculer tout ça. En direction l'Arizona avec une expérimentation qui va débuter en septembre prochain. Fini les professeurs pour donner des cours, place à l'intelligence artificielle. L'IA qui s'invite effectivement dans nos salles de classe, c'est ce qui va se passer avec cette Charter School. C'est une école qui est publique mais qui est gérée par une académie. C'est pourquoi elle a été choisie. Cette Charter School, eh bien, sachez qu'il va y avoir différents cours proposés le matin notamment pendant 2 heures. Les enfants vont pouvoir apprendre via l'ordinateur de manière assez traditionnelle la lecture, la grammaire, les mathématiques et les sciences. Et puis l'après-midi, c'est des sujets plus concrets. Parler en public, coder ou encore travailler en équipe ou gérer et découvrir les bases de l'entrepreneuriat. La structure qui a inventé cette intelligence artificielle va donc adapter ses cours en fonction du niveau des élèves. Et si cela fonctionne, il compte bien le faire dans les États voisins. Il y a notamment l'Utah ou encore le Texas qui semblent être intéressés. Merci beaucoup Guillaume. En 10 ans, la dernière enquête du syndicat SNPLN-UNSA
montre une forte augmentation des menaces et tensions envers les corps enseignants. Ajoutons à cela évidemment les réformes du choc des savoirs qui ne passent pas toujours auprès des parents. Est-on donc face à une situation tendue entre l'école et les familles? On en parle tout de suite. Et pour en parler, je suis ravie d'accueillir Olivier Beaufrère. Bonjour. Bonjour. Président du SNPDE-NINSA. Tous mes voeux, cher Olivier, merci d'être là. Tous mes voeux également, Laurent Zamekowski, bonjour. Bonjour et tous mes voeux. Merci, vous êtes porte-parole de la fédération PEP. Alors, selon une enquête justement du SNPDE-NINSA, entre 2013 et 2023, on constaterait une nette augmentation des menaces envers les personnels de direction des établissements. D'où viennent-elles, Olivier Beaufrère, et sous quelle forme surtout? Alors c'est une enquête qui a été menée par Georges Fotinos en lien avec effectivement la CASDEN. D'où viennent-elles? Alors on a analysé, effectivement on s'est rendu compte qu'aujourd'hui peut-être que la personne qui était finalement en première ligne, à partir du moment où une famille venait avec une demande pressante, eh bien ça restait assez souvent finalement le chef d'établissement. Et donc on a fait remonter dans cette enquête le fait qu'il y avait peut-être beaucoup plus de, alors non pas d'incidents, mais de réclamations, de montée en puissance, d'échanges verbaux qu'il fallait dépassionner, sur lesquels on devait expliquer, travailler. C'est ce qui explique cette augmentation. Aujourd'hui on reste en première ligne et on sent que les ambiances restent quand même en établissement extrêmement tendues. Alors, les échanges, l'intrusion, c'est pas la même chose que la violence et la menace. C'est pour ça que je cherche à nuancer et tout de coup d'avoir vraiment une vraie réponse. Parce que là, un chef d'établissement, selon ce rapport, un chef d'établissement sur 4 estime désormais que les parents ne respectent pas l'autorité des fameux chefs d'établissement. Je vais vous faire réagir dans quelques secondes. On retire effectivement la notion d'intrusion qui reste un fait de violence. On est plutôt effectivement sur des gens qui arrivent, des usagers, et en voulant effectivement... Les usagers, ce sont les familles, ce sont les parents. Usagers, familles, ça peut être parfois des grands frères, ça peut être effectivement toute une entrée dans la famille, et effectivement qui viennent pour avoir des explications et qui peuvent arriver souvent sur les dires du jeune, de l'élève, de leur enfant. On explique, on dépassionne, on s'installe, on travaille ensemble, et je crois que c'est ça finalement la plus grande des entrées. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, lorsqu'on sollicite la profession, on voit bien qu'il y a une augmentation d'une tension dans nos sociétés. Une augmentation de la tension dans la société, vécue par les parents aussi ou pas, Laurent Zamekowski? Tout à fait, effectivement, et c'est ce que monsieur vient de dire, c'est une tension dans la société en général. Et malheureusement, l'école, le collège, le lycée n'y font pas exception. Cette tension qui s'importe justement à ce niveau-là, et de plus en plus de frictions arrivent entre les personnes de manière globale, mais notamment bien sûr les personnes de direction et les parents. Il y a aussi bien évidemment souvent un problème de communication. On remarque effectivement que certains arrivent plus facilement à gérer des parents que d'autres. Après il y a aussi des contextes qui ne sont pas forcément évidents. Donc on ne peut pas avoir une vision, je dirais, manichéenne des choses, où tout le monde n'est pas bien d'un côté ou de l'autre. Malheureusement, on est dans une société qui est en crise, c'est difficile pour tout le monde, et il faut qu'on arrive à raisonner un petit peu et se dire qu'on a besoin les uns des autres et essayer de fonctionner ensemble, et surtout d'être indulgents les uns par rapport aux autres et de se parler le maximum, d'essayer d'expliquer. Alors, oui, ça paraît effectivement extrêmement logique, mais une société en crise, ça fait quand même longtemps qu'on le vit. Moi, je me souviens de ma mère qui me disait ça à l'époque, on est dans une société en crise. Puis quand j'ai grandi, quand j'étais étudiante, on me disait la société est en crise. Et puis là, on est encore dans une société en crise. Enfin, c'est un éternel recommencement. Tout dépend du regard qu'on a, effectivement, et du vécu. À quel moment ça va s'arrêter? À quel moment on va se retrouver dans une logique de communication? Quand on fait un tel rapport, donc en l'occurrence par le SNPDE-NINSA, on dit clairement qu'il y a un vrai problème. C'est-à-dire qu'il y a un problème donc, de non-respect d'autorité, un problème de violence et de menace. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que les parents sont dans cette situation-là? Est-ce que certains parents, effectivement, poussent peut-être le degré trop loin, ou en tout cas qu'il y a un retour des parents en se disant mais l'école ne nous écoute pas, on a un vrai problème d'échange, de dialogue? C'est là où les fédérations de parents d'élèves ont vraiment leur rôle. Un rôle justement pour informer les parents, un rôle de médiation, de comprendre en fait ce qui se passe. La plupart des situations viennent de parents qui finalement souvent sont assez je dirais distants de l'école, certains, et quelles que soient les catégories sociales, soyons clairs, ça touche à tous les niveaux de manière différente mais partout, et ce sont souvent des parents distants de l'école qui quelque part ne comprennent pas, et il y a une telle inquiétude aujourd'hui
pour l'avenir des enfants. Donc la moindre chose prend une proportion énorme. Et finalement, une époque où on était peut-être plus détendu par rapport à ça, où l'avenir apparaissait de manière un peu moins sombre, les parents étaient peut-être un peu moins sensibles à tout ça, et les réactions sont bien sûr augmenter. Après, il ne faut pas non plus se leurrer. On est dans une société où l'aspect société de consommation est de plus en plus présent à tous les niveaux et l'école n'y fait pas exception. Vous faites volontairement la distinction dans ce fameux rapport entre les chefs d'établissement et les enseignants. Pourquoi ? Alors moi, je parlerais communauté éducative. Il ne faut pas qu'on oublie en première ligne, on a souvent l'enseignant, le professeur principal. On a sur les établissements du second degré des personnels, les conseillers principaux d'éducation qui souvent avec la vie scolaire restent en première ligne. Et puis après, très rapidement, on a les personnels administratifs et les personnels de direction. Et les parents ? Et les parents, bien entendu, quand on parle... Oui. Là, j'étais juste sur la notion de réceptacle, c'est-à-dire quand tout à l'heure nous disions effectivement notre société va vite, il faut une réponse immédiate, il faut une réponse instantanée, et l'école reste l'un des rares services publics sur lequel vous rentrez et très vite, vous avez la personne responsable de la structure. Donc effectivement, ça donne cette dynamique. Quand on parle effectivement de communauté éducative, on a bien sûr les élèves, les parents, les partenaires extérieurs de l'école. Il faut qu'on travaille tous ensemble justement pour réussir à apaiser, à construire et à partager. Non, mais c'était pour rebondir sur un chiffre. Selon cette même enquête, près de 9 personnels enseignants sur 10, donc 9 sur 10, auraient eu des confrontations ou des tensions avec des parents en 2023. Donc on est quand même sur un chiffre assez fort. Ah ben si, effectivement... là, on parle d'enseignants et pas de chef d'établissement. Oui, non. Alors, je parle rarement pour les enseignants, mais là, je vais le faire, effectivement. Et on peut se dire qu'effectivement, à partir du moment où vous avez un mail un peu sec ou un mail un peu sévère, pour certains personnels, ça peut être effectivement une forme de remise en cause d'un échange qui pouvait être habituel, qui pouvait être normal. Donc on peut se sentir un petit peu, pas agressé, mais poussé un petit peu plus dans ses retranchements, et ça peut donner effectivement ce chiffre et cette impression. Parce que plus d'intrusion, selon vous, de la part des parents, justement l'inquiétude dont parlait Laurent Zamiekowski, qui était cette inquiétude de société, d'avoir peur pour l'avenir de nos enfants. Comprendre, plus d'exigences, un besoin de réponse. Et c'est vrai qu'on est aussi dans une société quasiment instantanée. Tout le monde a un téléphone portable, il y a des groupes de parole, il y a des WhatsApp, il y a des SMS, il y a toutes sortes de demandes. Et aujourd'hui, on veut une réponse assez rapide. Je pense qu'il y a plus d'exigences, plus d'attentes, d'où l'importance de travailler ensemble et de communiquer. Ça me semble important. La réponse rapide, pardon de rebondir là-dessus, mais par exemple, souvent, une mauvaise note, et boum, il y a un mail, ou une incompréhension, ou une tension. Est-ce que c'était le cas déjà avant ? On va faire du avant-après. Je vais faire mon petit côté un peu vieillot là. Mais il y a toujours eu quand même quelque part ce genre de choses. Il faut pas, c'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain. Certes, aujourd'hui, par exemple, le contrôle continu, notamment, bien sûr, d'abord au brevet, et maintenant sur le bac, est plus présent. Donc forcément, il y a un enjeu un peu plus important. Mais il faut aussi savoir que malheureusement, souvent, on se trouve dans une espèce de cercle vicieux. Il suffit d'avoir pour un enseignant qu'il ait eu quelques expériences un peu malheureuses avec certains parents qui ont dépassé les limites pour que ceux-ci, on va dire, c'est chaudé craint l'eau chaude, finalement soient un peu sur la défensive, ne communiquent pas ou se protègent un maximum, et le parent qui arrive, lui qui n'est pas forcément au courant de ce qui s'est passé avant, il ne comprend pas. Et donc ça peut créer justement, je dirais, une montée en puissance qui est tout à fait dommage, ce que je disais, un cercle vicieux. Et c'est de part et d'autre, d'où la nécessité absolue de se parler. Et c'est vrai que par exemple, notamment, moi j'ai eu l'occasion de voir un chef d'établissement, pour ne pas le nommer, je vais le nommer, Laurent Fouillard, quel établissement, parce qu'autant aller jusqu'au bout, qui a été notamment à la cité scolaire du Corbusier à Poissy. À Poissy, ouais. Extrêmement réactif, extrêmement présent. Ça fonctionnait très bien avec ses équipes pédagogiques et également avec les parents, avec les élèves. Voilà, c'était pendant le Covid, il était présent tout le temps, notamment pour donner les ordinateurs, etc. Il répond tout le temps, il communique beaucoup. Et effectivement, ce monsieur a été vraiment impressionnant. Et effectivement, lorsqu'il a quitté l'établissement, ça a été un véritable manque. Et je pense qu'on parle trop souvent des mauvais exemples, mais je trouve que c'est bien de
de citer les personnes qui... non, mais qui... Tout ça parce qu'on parle des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Non, mais nous, journalistes, comment ça alors Non, mais on est là quand même pour parler de ce qui va pas. Ce que je veux dire par là, c'est que là, un chef d'établissement, il y a beaucoup de choses qui reposent sur lui et qu'effectivement, lorsqu'il a vraiment cette aura, cette capacité, ça change tout. Un établissement qui peut être fui par des parents, tout d'un coup, devient un établissement où on a envie de mettre ses enfants. Ça change tout. Et c'est pas forcément évident parce que la situation de management n'est pas celle qu'on peut avoir dans le privé, dans le public, et donc forcément ça nécessite quand même énormément de talent. Et si je comprends bien à vous écouter, donc ça veut dire que dès qu'on instaure le dialogue, tout va mieux. Alors, dès qu'on pilote une équipe et dès qu'on a les réactions qui doivent aller au bon moment, on communique, on informe, on explique. Non, parce que si avec ça, en fait, ça irait mieux. C'est un petit peu ironique ma question. Non, mais... Là, on est sur des chiffres quand même qui sont graves. 9 enseignants sur 10 qui se plaignent de menaces, d'insultes ou de tensions, c'est quand même quelque chose qui ne va pas. Je ne dis pas que c'est la faute des parents ou de la faute des profs, mais il y a un truc qui ne va pas. Ça reste aussi le ressenti à partir du moment où on a certainement gradué et on s'est dit aujourd'hui, voilà, un parent qui va m'envoyer un mail à 22h en me disant comment c'est-il que mon enfant a eu telle note parce qu'il a bien préparé. Alors on y vient à ma question. Là on ressent. Et là, ce qui va nous bloquer aujourd'hui, c'est certainement l'hypercommunication. Et n'oublions pas aujourd'hui qu'avec des systèmes ENT, avec des systèmes de notes par exemple, eh bien avant même que le jeune soit rentré à la maison, les parents peuvent avoir la note. Donc ça crée aussi finalement une forme de tension. Le contrôle continu, les échéances des notes font effectivement qu'il y a une très très forte pression. Et on sent qu'il y a notre société qui pousse derrière finalement. Il faut qu'on soit vigilant là-dessus, il faut qu'on explique. Est-ce que, donc du coup, allons plus loin, est-ce que du coup, le numérique et l'intrusion du numérique, donc l'immédiateté effectivement de l'échange avec les parents, qui est assez nouveau, ça fait peut-être 10-15 ans, est-ce que finalement c'est peut-être contre-productif ? Question. C'est des modes de communication dits asynchrones. Hein. Donc, c'est pas parce qu'on envoie quelque chose à 22h qu'on doit avoir une réponse à 22h. On ne doit pas répondre à 22h. Ah, non, mais moi, je suis très clair avec mes équipes. On ne répond pas à 22h. En revanche, à l'inverse, quand les parents rentrent du boulot, après avoir s'être occupé des enfants, et qu'ils ont un temps libre, c'est à ce moment-là ils peuvent envoyer. Donc, ça peut sembler tard. Non, mais le reste du temps, on n'a pas forcément... C'est pas tant le problème de 22h, c'est savoir qu'en fait, notre enfant vient d'avoir telle note et telle note en maths et en français, on le sait dans l'heure, en fait, enfin, dans la journée. Oui. Ça, ce qu'on ne savait pas avant. Déjà avant, parce qu'on demandait les carnets, les copies, ça dépend vraiment des parents. Et quand vous voyez aussi le taux d'utilisation de l'ENT, de Pronote, etc., on l'a vu notamment par maintenant les élections des parents d'élèves par voie électronique, et on se rend compte que quand même, il n'y a pas tant de parents que ça qui consultent régulièrement l'ENT ou Pronote. Donc on retrouve un petit peu ce qui existait déjà, ceux qui attendaient le carnet, ceux qui demandaient les copies et ceux qui finalement ne regardent jamais. Donc finalement, c'est Lavoisier, hein, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Est-ce qu'on peut avec la bonne entrée, je me permets d'intervenir, avec la bonne entrée du soir, lorsqu'on prend le repas, on dit alors ta journée, comment elle s'est passée. Et je crois que ça c'est fondamental et on l'oublie un petit peu au niveau des familles. Comme vous voulez dire que les parents je parle un tout petit peu. Les parents ne posent pas la question à leurs enfants, c'est ce que vous dites ? Je pense de plus en plus. Ah, vous croyez ? Moi je pense. Personnellement, je pense, oui. Vous croyez que les parents finalement ne sont que dans l'invective vis-à-vis des profs, mais ne s'occupent pas de leurs enfants ? Vous parliez tout à l'heure effectivement d'un chef d'établissement. À partir du moment où on reçoit une famille, quand on reçoit la famille, quand on commence à travailler, à échanger, on a la CPE avec nous, on a le professeur principal, le professeur de mathématiques, on a l'élève et la famille. Et parfois, on se rend compte qu'il y a des choses qui n'ont pas pu être précisées, expliquées, qui peuvent avoir été déformées, qui peuvent avoir été interprétées. Et là, effectivement, on repose, on prend le temps de parler. D'où l'importance de se parler directement. Je crois que ça aussi, c'est important. Beaucoup d'approches psychologiques aussi pour les chefs d'établissement et pour les enseignants. Et ça, on oublie souvent de le dire parce que c'est quand même très, très important et très lourd. Est-ce que, si on prend un tout petit peu de hauteur, enfin, vous le faites déjà, hein, mais tous ensemble, est-ce qu'on peut aussi imputer justement cette tension dont vous parlez dès le départ dans la société, qu'on retrouve effectivement dans les relations famille, enfin, en tout cas parents, communauté éducative, pour parler dans l'ensemble. Est-ce qu'on peut l'imputer aux multiples changements de gouvernement et donc de ministres, etc. Est-ce que ça crée une défiance ? Non, mais c'est vrai que l'instabilité... C'est peut-être... je pense que c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que c'est le climat global qui amène à ce genre de choses. C'est une des conséquences des changements de gouvernement. C'est une chose en parallèle, malheureusement. Je crois qu'il y a surtout de plus en plus de tensions parce qu'il y a une inquiétude sur l'avenir chez tout le monde.
Et forcément, on est tous beaucoup plus, je dirais, sensibles. Et donc avec des réactions parfois inappropriées. C'est un peu dommage. C'est vrai qu'il est absolument nécessaire de se parler. On oublie souvent l'essentiel, des choses que vous feriez au quotidien, mais parce qu'on est en panique un petit peu. Et les parents, d'ailleurs, ça peut être aussi des enseignants. Tout à fait. Pas toujours, forcément toujours tendres non plus avec leurs collègues dans certains cas. Voilà, la première chose que nous, les fédérations, leur dit, d'abord, contacter l'enseignant, discuter calmement. On est dans le même bateau, on a intérêt à fonctionner ensemble. Le but n'est pas d'agresser les gens, sinon on n'obtient rien de bon. Donc il faut se parler calmement, essayer de comprendre. Voilà. Et si effectivement on arrive dans une situation où il y a un blocage, où il y a quelqu'un, on passe par les différentes étapes, mais il y a une construction et un respect de l'évolution, du protocole et ainsi de suite, pour que les choses se fassent dans de bonnes conditions. Vous parlez de respect, le manque de respect reconnu et ressenti en tout cas par les enseignants aujourd'hui de la part du gouvernement. Vous ne pensez pas que justement il influe sur le comportement des parents de temps en temps, le fait qu'ils ne se sentent pas considérés et que du coup, peut-être que les parents se disent oui, finalement, moi aussi je peux mal lui parler. Même si on rentre sur des analyses politiques, l'absence de gouvernement, la multiplicité de gouvernements n'empêche pas l'école de fonctionner. Et de continuer à fonctionner. Il y a des vraies questions qui remontent, des questionnements sur les moyens, comment on va se faire à la rentrée, le choc des savoirs 3, la réforme des LP. Toutes ces choses sont finalement lancées et en attente. On a juste besoin d'un cap précis, mais aujourd'hui l'école continue à fonctionner. Et moi je dois dire qu'il y a des gens qui au quotidien dans nos établissements, quelle que soit leur mission, continuent, y croient encore, avancent. Mais effectivement, la plupart d'ailleurs, parce que ce n'est pas des gens, c'est la plupart. Non, mais certains se questionnent, c'est sûr. Mais je ne suis pas convaincu qu'il y ait vraiment une inquiétude en lien entre le fonctionnement de l'école et les gouvernements successifs. Par contre, on a besoin d'un cap clair. Vous parliez du choc des savoirs, justement. Le choc des savoirs, c'est vrai que c'est un petit peu en suspens, notamment les groupes de besoins qui sont en attente. Groupes de besoins, est-ce que ça peut créer aussi peut-être des tensions? Pour le coup, c'est le sujet du jour, entre famille, parents et donc établissements, communauté éducative. Est-ce que ça peut créer des tensions de savoir, alors mon enfant, vous l'avez mis dans le groupe des mauvais ou le mien dans le groupe des bons? Non, mais c'est comme ça que c'est perçu par certains parents. Là, vous êtes plutôt sur des groupes de niveau, si je puis me permettre. Ce qui est important, c'est la manière dont on va c'est pour ça que j'insiste. Le présenter, l'expliquer, ce que l'on va faire à l'intérieur. Ce qui semblera important sur le choc des savoirs, c'est de laisser la place à une véritable autonomie dans les établissements en fonction du champ des possibles, en fonction de ce que l'on peut réaliser. Lorsqu'on n'a pas suffisamment d'enseignants de lettres, on ne peut pas faire forcément les groupes de besoins tels qu'ils sont définis, mais on peut mener certaines actions. Il faut expliquer, il faut évaluer et il faut surtout recomposer assez régulièrement les groupes pour que ça puisse fonctionner et qu'on ait vraiment une véritable utilité. Est-ce qu'on pourrait aller vers une approche de coéducation, une approche beaucoup plus transversale de l'éducation? C'est déjà le cas en théorie. C'est déjà le cas? Oui. Vraiment, dans la réalité? Le principe, c'est justement, on fonctionne. Après, je dirais que les parents éduquent et l'école instruit. On a des responsabilités qui sont codépendantes, mais on ne fait pas la même chose. Et ça fonctionne bien lorsque chacun est capable justement de prendre un peu les choses et de fonctionner justement en coéducation. Oui. Ouais. C'est après, juste pour parler aussi des groupes de besoins, je dirais qu'on a vu des endroits où ça s'est pas forcément très bien passé et d'autres où ça s'est plutôt bien passé. Donc d'avoir une vision un petit peu manichéenne des choses, voilà, je crois qu'aussi ça dépend aussi comment l'établissement a pu s'emparer des choses et surtout des moyens. Parce que bien évidemment, les moyens ne sont pas les mêmes d'un établissement à un autre en fonction en fait, des résultats des élèves. Des moyens ont été débloqués d'un côté et d'autres, on les a plutôt réduits. Donc finalement, ce qui nous intéressait, nous, au départ, c'était de réduire le nombre d'élèves en classe. Par classe, oui. Ce qui n'a pas été le cas, notamment dans les groupes de besoins où les élèves les plus forts ou voire moyens, où on restait sur des effectifs classiques de classe. Et c'était, voilà, pour les plus faibles, c'était le cas, c'est une bonne chose, mais on aurait voulu que ça bénéficie à l'ensemble des élèves. Ouais, alors, le problème, c'est qu'il y a la suppression de postes qui plane au-dessus de la tête. Alors justement, un petit mot là-dessus quand même. Suppression de postes, pour l'instant, ça reste en attente. Ah, voilà. Madame la ministre nous a dit qu'on travaillait sur le sujet, il y a un discours de politique générale. Et qu'elle allait tout faire pour que ça n'arrive pas. Et les moyens doivent arriver juste après. Par contre, on a un retard important sur la préparation de rentrée 2025 qui semble poindre, sur la répartition des moyens. Donc là, il va falloir qu'on soit vigilant. Moi, je reviendrai juste sur la notion peut-être de coéducation. J'aime bien la vision partagée que l'on peut avoir lorsque dans l'enquête, effectivement, on fait remonter un nombre important d'enseignants, chefs d'établissement qui se sentent peut-être plus malmenés que d'habitude. On a quand même de très belles réussites. On a quand même des situations
situations conflictuelles sur lesquelles, en expliquant, en partageant, eh bien, on arrive finalement à faire avancer l'élève et avancer sa famille. Donc ça semble être important. Il faut qu'on ait cette vision. Alors, coéducation, on demande beaucoup à l'école aujourd'hui. Hein. À l'école, on lui demande pratiquement de tout faire, hein, d'apprendre à faire du vélo. Il faut être très clair. Oui, parce que c'est ce que vous dites sur la phrase, hein, l'école, effectivement, instruit. On a l'impression que l'école éduque pas mal quand même aussi. Mais tout à fait. Et ça, c'est une phrase qui est extrêmement intéressante. Et l'école nourrit, car on rappelle malheureusement que les enfants aussi souvent ne mangent qu'une seule fois et à l'école. On peut l'avoir effectivement. Et il faut vraiment qu'on arrive à travailler ensemble. Il y a quand même pas mal d'éléments aujourd'hui qui permettent de laisser une place importante effectivement aux parents. On reprend les élections de parents, on reprend toutes les réunions d'information, toutes les présences sur toutes les instances de l'établissement, tous les temps partagés. Moi, j'ai un lycée où la semaine prochaine, il y a un forum des métiers avec près de 100 métiers qui sont portés en grande partie par les familles. Donc on a toutes ces associations, toutes ces entrées qui existent. Alors peut-être que ce n'est pas pareil dans tous les établissements, mais il faut qu'on l'intensifie. Il faut qu'on laisse du temps. Je crois qu'il faut tout simplement qu'on se parle, qu'on prenne le temps de se poser, de se parler directement. C'est la question du climat scolaire, en fait. C'est essentiel. Hein. Ce que je disais tout à l'heure, c'est un établissement où finalement on arrive à non plus être dans un cercle vicieux, mais vertueux. Là, les enseignants ont envie de venir travailler et les parents, ils ont envie de mettre leurs élèves là-bas. Voilà, moi, j'ai connu des écoles primaires, élémentaires, où justement, au départ, c'était difficile. Puis, il y a eu une belle alchimie qui s'est passée entre les enseignants, les parents, et on a complètement changé l'image de l'école. Aujourd'hui, dans cette école, à la fin de l'année, on organise quasiment comme dans Astérix, un grand banquet avec un barbecue, on fait une gigantesque fête. Sympa, ça, faut nous inviter. Comme une fête foraine. Ah oui, non, là, ils viennent de faire une énorme galette des rois, avec une ambiance de fou, en accueillant aussi les parents qui arrivent de la maternelle. Et donc, il y a cette transmission, parce que nous aussi, on doit faire, c'est la base, hein, ce qu'on fait tous, c'est de la transmission, et c'est fondamental, et ça change tout. On a des lieux sur. J'arrive à poser ma question. Non, mais on est d'accord, on a pris le pouvoir. Non, on a des lieux, effectivement, des quartiers qui ne sont pas forcément évidents, et on crée ce qu'on appelle le café des parents. Et le café des parents, c'est inviter quelques parents à venir, par exemple, dans la classe de CP. 2-3 parents qui viennent avec un médiateur et qui expliquent finalement comment on apprend à lire, ce qu'on doit faire le soir, pourquoi le soir, eh bien, effectivement, leur enfant va venir et va lire un petit morceau de texte. Et tout ça, c'est très important. On peut faire le café des parents sur des lycées professionnels. On accueille, on explique, on prend du temps. Dernière petite question juste sur celui de l'EVARS, les cours d'éducation à la vie affective et sexuelle. Ça peut tendre un peu certaines familles, notamment les plus conservatrices. Est-ce que c'est aussi ça comment l'école arrive avec la famille à s'entendre pour faire appliquer à la fois les lois, et en même temps le programme scolaire? Nous siégeons tous les deux au Conseil supérieur de l'éducation. Voilà, donc c'est un sujet qui a déjà été travaillé, préparé. Le texte aurait été légèrement amendé par Anne Gentet, ministre précédente. Elle a eu le temps. Elisabeth Borne a dit qu'elle allait s'en saisir assez rapidement dans le mois de janvier. Donc voilà, nous attendons. C'est un sujet important, c'est un sujet sur lequel on commençait presque à faire, me semble-t-il, consensus. Donc il faut qu'on le porte. Il faut qu'on le porte. Il faut qu'on le maintienne. Qu'est-ce qu'il y a en très simplement, les premiers textes étaient assez indigents, donc laisser une part qui était à la fois dangereuse pour les enseignants et pour aussi les parents. Là, on pose les choses. Il y a beaucoup de fake news, beaucoup de choses fausses qui ont été dites, qui ont été utilisées à des fins politiques. C'est dommage. Le travail que nous faisons en Conseil supérieur de l'éducation, c'est justement pour assurer le respect de tout et la protection de tous. Parfait. On va finir là-dessus, ça me semble très bien pour défendre les droits de l'enfant. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur ce plateau. Olivier Beaufrère et Laurent Zamekowski, merci. Merci. On marque une courte pause dans le Grand JT et évidemment, on se retrouve. De retour dans le Grand JT de l'éducation, je suis ravie d'accueillir Anne Tournier-Roux. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes commissaire de l'exposition Enfants en guerre, guerre à l'enfance de 1914 à nos jours. Et j'ai la chance d'avoir ce magnifique catalogue avec moi. C'est une exposition qui a lieu à la Contemporaine. Peut-être dire un mot sur la Contemporaine pour ceux qui ne savent pas où c'est.
Oui, tout à fait. La Contemporaine est une bibliothèque, un centre d'archives et un musée donc qui se trouve sur le campus de Nanterre. Voilà, l'université de Nanterre. Et donc c'est vraiment un lieu à découvrir, notamment par cette exposition-là, une exposition très forte, très marquée. Il a fallu un temps fou, Anne Tourniéroux, pour que finalement les historiens prennent en compte, considèrent les dessins, les témoignages d'enfants de toutes ces guerres. Et c'est ce que vous avez voulu aussi rassembler ici, montrer que l'enfant était à la fois malheureusement victime, mais quelque part acteur ou en tout cas instrumentalisé aussi pendant ces guerres. Oui, tout à fait. C'est pour ça que nous avons fait appel à Manon Pignot, qui depuis plus de 20 ans mène ses recherches sur l'histoire de l'enfance en guerre, en abordant justement ces expériences enfantines de la guerre à hauteur d'enfant. Et ça, c'est vraiment un point de vue tout particulier qui s'est développé vraiment à partir du milieu des années 1990 et elle va s'appuyer notamment sur toutes les traces laissées par les enfants, notamment les dessins qui sont omniprésents tout au long de l'exposition, mais également toutes les traces écrites qu'ils peuvent laisser, des journaux intimes, des travaux scolaires ou même encore des témoignages de vieux enfants qui reviennent sur ces années-là. Et c'est une façon effectivement d'appréhender la guerre d'une autre manière, en tout cas de la voir peut-être sous un nouvel œil, un nouveau regard. Oui, tout à fait. Les enfants ont vraiment leur propre manière d'appréhender les conflits de par leur âge, notamment la question du jeu, de jouer pendant la guerre. Donc la guerre n'est pas un jeu pour les enfants, ils ont tout à fait conscience de ce qui se passe, mais ils ont cette capacité à rejouer justement ces scènes possiblement traumatiques pour eux, pour notamment leur apporter une issue positive et finalement ne plus être seulement des victimes qui subissent ces scènes-là, mais en devenir des acteurs. Des acteurs très différents, des victimes très différentes aussi. On le dit, c'est de 1914 à nos jours, ce que vous retracez dans cette exposition à la Contemporaine, que je rappelle donc est à l'Université de la Défense, bibliothèque et musée de l'Université de la Défense, de Nanterre, je dis de la Défense, pardon. On y est juste à côté, c'est pour ça, je suis perdue, de Nanterre, pardon. Mais l'exposition donc met en avant effectivement toutes ces périodes qui sont à la fois très courtes, c'est un siècle, et en même temps c'est très vaste, parce que beaucoup de guerres, malheureusement, de grandes guerres, de conflits mondiaux. Qu'est-ce qu'on peut retrouver comme, j'allais dire, sensibilité et âme commune au travers de toutes ces époques-là, par le regard des enfants ? Alors on aura vraiment, avec la Première Guerre mondiale, qui est vraiment un moment matriciel pour toutes ces questions-là, à la fois dans la manière dont les sociétés vont se mobiliser dans les conflits et dont on va mobiliser les enfants. Donc on a vraiment cette contamination de cet univers enfantin à travers l'école, les jeux et les jouets, la littérature qu'on retrouve jusqu'à aujourd'hui, mais aussi un impact au quotidien, des conséquences de la guerre, donc un quotidien bouleversé. Et là on a malheureusement cette répétition d'images avec des foyers détruits, des populations déplacées ou encore la perte de lieux repères pour des enfants comme peut l'être l'école, voire une forme d'escolarisation. Voilà. Je cite une phrase du dossier de presse qui est absolument marquante. Dans les conflits contemporains, les enfants, plus que des victimes, sont devenus des cibles à part entière. On l'a vu récemment avec les réseaux sociaux dont il y a beaucoup de choses à écarter, évidemment, beaucoup de désinformation, mais aussi des images qui sont très marquantes, spécifiquement visés et touchés par la violence, ces enfants. Donc, ils sont aussi l'objet de stratégies de mobilisation et d'endoctrinement. Ils vivent et reçoivent la guerre d'une façon qui leur est propre. Oui, tout à fait. Donc, il y a notamment une des sections qui est consacrée au génocide, où on a vraiment là un phénomène tout particulier et extrême en termes d'expérience, une expérience vraiment irréductible, où les enfants sont ciblés en tant que tels. C'est une des formes de reconnaissance d'actes génocidaires, où là, justement, on va incarner des parcours et rendre compte par des dessins produits par les enfants qui vont être pris en charge, en fait, par des associations et des psychologues, et qui vont rendre compte en fait de la manière dont ils ont vécu ces violences et finalement les traumatismes que ça laisse durablement dans leur vie d'adulte. Alors, il y a plusieurs approches, effectivement, celle qui est vue donc à hauteur d'enfant. On parle des jouets, des dessins, vous le dites, de tous les écrits, les jeux, les jouets, enfin tout ce que l'on peut retrouver. Et puis il y a la vue dont vous dites qu'elle est faite par en haut. Donc c'est aussi tout ce qui est l'approche diplomatique humanitaire que l'on peut voir, dont on parle beaucoup aujourd'hui, notamment dans le conflit à Gaza. La protection de l'enfance, l'exil, les migrations des parents, des grands-parents et de ces enfants-là, donc du coup qui suivent le mouvement. Qu'est-ce qu'on peut dire de toutes ces approches-là, qui est très forte, notamment le colonialisme aussi ?
Oui, ça c'est une approche vraiment, ça nous semblait essentiel de confronter ces deux approches. Et là, on va s'appuyer vraiment sur différents types de documents qui vont illustrer, documenter les conflits, notamment sur tout le travail effectué par la presse donc, de 1914 à nos jours. Et donc, on a à travers ces photographies, à travers la presse, mais aussi le travail fait par des associations qui prennent en charge les enfants, en fait, lors des conflits ou à l'issue des conflits, on va avoir vraiment cette manière dont on va voir comment on va avoir la sensibilité qui va vraiment évoluer durant tout le XXe siècle, quand justement à la place des enfants dans ces conflits et à la manière dont on va les prendre en charge. Et ça, c'est extrêmement intéressant pour évoquer peut-être des enjeux très actuels. La question de jeunes enfants ou même plutôt adolescents qui vont s'engager comme lionceaux du califat pour soutenir le projet de Daesh et la question finalement de leur retour. Voilà, ces enfants sont des victimes, mais aussi peuvent être parfois aussi perçus comme des bourreaux, finalement. Parce qu'endoctrinés, parce qu'instrumentalisés. Et c'est ça qu'il faut vraiment mettre en lumière, et surtout que l'on retrouve dans cette exposition qui est très forte. C'est encore une fois, j'allais dire les grands, entre guillemets, qui agissent de telle sorte. C'est l'enfance qui est en danger, l'enfance qui n'est pas protégée. Justement, on reparle du XXe siècle et de tous ces changements, ces guerres atroces, évidemment, et qui ne terminent pas, qui sont toujours en cours, mais aussi ces images que l'on voit, et donc ces réseaux sociaux, c'est très fort. Quand on parle d'endoctrinement aujourd'hui, comment vous abordez cela dans l'exposition? Est-ce que vous mettez aussi beaucoup d'images actuelles? Alors, nous sommes beaucoup appuyés sur le travail de photoreporters de guerre. C'était l'occasion aussi de faire des acquisitions autour du travail mené notamment par Laurence Gey de l'agence MIOP en Ukraine. Après, il y a une vraie difficulté à documenter les conflits actuels. Si on pense au conflit notamment à Gaza, seuls les journalistes palestiniens déjà présents dans la bande de Gaza pouvaient couvrir ces conflits. Donc en fait, finalement, on avait assez peu d'images qui nous arrivaient. En plus, avec les filtres qui sont. Il est vrai que plus on avance dans le siècle, plus c'est compliqué d'avoir aussi nous un recul. Donc nous, vraiment, on s'est attaché à avoir ce regard vraiment d'historien pour resituer ces conflits récents dans ce temps long, ce long XXe siècle, pour montrer les invariants, mais aussi les spécificités de ces conflits. Et finalement... ces expériences enfantines, on va retrouver finalement les mêmes conséquences pour les enfants. Vous parlez aussi d'annihilation de la catégorie enfantine. Comme on parle d'instrumentalisation, qu'est-ce que vous entendez par là? Vous faites référence à quelle époque? Là, on va faire référence au processus génocidaire, donc notamment l'Arménie, bien sûr la Shoah, mais aussi le génocide au Cambodge et au Rwanda, où là, vraiment, l'idée est de faire disparaître les corps, c'est aussi faire disparaître l'histoire, la mémoire d'une communauté, et donc on va, si je puis dire, s'attaquer à la racine. Et donc là, les enfants sont parmi les premiers ciblés. Quand on parle de l'Arménie, vous parlez effectivement du conflit qu'il y a eu il y a plusieurs années, mais qui continue en Arménie. Est-ce que justement, c'était l'occasion aussi pour tous les visiteurs de pouvoir, après, avoir un échange sur les conflits actuels menés encore dans le monde? Oui. Tout à fait. C'est vraiment l'occasion d'avoir des échanges et justement peut-être d'éclairer cette actualité à la lumière justement de tous ces conflits qui ont émaillé le XXe siècle. 300 pièces exposées, on l'a dit, les jouets, les jeux, les dessins. Qu'est-ce qu'on peut retrouver d'autre? Des photos? Alors des photographies, des affiches. Vous aurez aussi quelques objets, comme une panoplie militaire qui date de la Première Guerre mondiale, qui était destinée aux enfants, petits garçons, pour se déguiser. Ou encore des textiles qui servaient de vêtements tant bien que mal. Voilà, c'est aussi des pénuries qui impactent directement les enfants, leur corps, avec des conséquences durables. Dans une exposition, il y a souvent un parcours. Le parcours, il est en 3 sections. Il a été pensé en 3 sections distinctes, mobilisé, endoctriné, c'est ça, et ciblé. Oui.
Alors, racontez-nous un peu comment on passe dans ces 3 sections-là. Oui, tout à fait. Donc en fait, nous démarrons l'exposition justement avec cette question de la mobilisation et de l'instrumentalisation, donc qui va venir durant les conflits et même avant. Donc dans le cas de l'instrumentalisation, c'est bien entendu dans les régimes totalitaires et fascistes de l'entre-deux-guerres, mais aussi justement dans le cadre de projets comme ceux portés par Daesh, où on va aller jusqu'à une propagande qui est destinée en fait à faire des enfants de potentiels futurs soldats qui seront là pour défendre les différents projets qui seront portés. Puis on poursuit sur la question d'expérimenter la guerre, donc une expérience au quotidien finalement, les bouleversements du quotidien, donc les pénuries, les rationnements qu'on évoquait, les conséquences des bombardements, la perte du foyer, jusqu'aux violences les plus extrêmes. Donc là, des dessins d'enfants sont très très forts et témoignent de ces violences-là, avec une représentation vraiment qui ne finissent absolument pas les scènes auxquelles les enfants assistent. Et on va bien sûr jusqu'au processus génocidaire, qui constitue une partie à part entière, donc ciblée. Et il nous semblait important de finir aussi sur la question de la sortie de conflit, puisqu'on entre dans un conflit, on sort de conflit. Ce sont des moments extrêmement importants et marquants pour les sociétés. Donc comment se réparer aussi et comment en parler ? Comment se réparer, comment en parler, la question de l'histoire, de la mémoire, de l'évolution des sensibilités par rapport aux enfants, la place de l'enfant dans les sociétés, jusqu'aux enjeux les plus contemporains. Donc comment réintégrer notamment, par exemple, des enfants soldats dans nos sociétés. Bien sûr, la question se pose évidemment. On sent aussi cette dynamique, ou en tout cas on l'imagine, du silence, notamment lorsque on parle des enfants de 1914 à nos jours, donc de tous ceux qui ont vécu dans toutes ces années où on ne parlait pas dans les familles, les enfants ne parlaient pas, il n'y avait pas d'échange, il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas tout ça, il y avait effectivement ces dessins que vous avez réussi à récupérer. Le silence était très fort. Est-ce que c'est toujours le cas ? Est-ce qu'on peut voir au fur et à mesure justement de ces époques-là une propagande évoluer ou alors une parole se libérer ? Alors la parole va se libérer chez les vieux enfants. Donc, ce qui fait que finalement, on a tout un travail de collecte aussi par des institutions, notamment à commencer peut-être par le mémorial de la Shoah, qui a entamé ce travail depuis extrêmement longtemps et qui a entamé largement pour le Rwanda aussi, mais aussi au-delà pour la Première Guerre mondiale et surtout la Seconde Guerre mondiale désormais. Donc, il y a des enjeux sociétaux très forts de conserver cette mémoire et le grand âge arrivant, la parole se libère. Et c'est là où on a quelques justement témoignages qu'on va diffuser, notamment de rescapés de génocide, qui donnent la parole à ces vieux enfants. Je reprends le terme de Manon Pignon. Merci beaucoup pour cette exposition qui a l'air formidablement intéressante. Je vais me précipiter d'y aller à la Contemporaine, donc à l'Université de Nanterre, et pas la Défense. Enfants en guerre à l'enfance de 1914 à nos jours. Anne Torniero, merci mille fois, vous êtes commissaire de cette exposition. Merci mille fois. Et donc le catalogue, on dit ça comme ça, Oui, tout à fait. Le catalogue de l'expo qui est disponible évidemment sur place et dans toutes les librairies et qui est absolument à la fois poignant et magnifique. Merci beaucoup. On va retrouver tout de suite le meilleur de School TV avec le Zap. Première édition en 2018, qu'est-ce qui a le plus changé depuis? Le cas échéant, qu'aviez-vous modifié pour la nouvelle édition? Ce qu'on peut observer 5 ans plus tard, c'est que déjà dans le sillage de MeToo, le féminisme s'est imposé comme un sujet très présent dans les repas de famille, dans les fêtes de fin d'année, j'imagine, dans les médias, y compris dans les sujets d'éducation au sein de l'éducation nationale. On ne peut plus passer à côté. Il y a eu une révolution, le terme est un peu fort, mais en tout cas, il y a eu une vague féministe pendant ces 5 dernières années. Ça, c'est un premier constat. Puis dans le livre, 5 ans après, c'était aussi l'occasion de faire le bilan sur des victoires de mise à l'agenda politique, de nouveaux modes d'action aussi, et puis aussi de diversifier peut-être les références qu'on avait valorisées en 2018 et qu'on a souhaité diversifier 5 ans plus tard. Avec quand même quelques petits retours de bâton. Vous étiez assez optimiste en 2018. Vous disiez le temps où le féminisme était accusé d'encourager les femmes à quitter leur mari, assassiner leurs enfants, pratiquer la sorcellerie, détruire le capitalisme et devenir lesbienne semble être révolu. Vous citiez là un conservateur évangéliste, si je me souviens bien, américain, Pat Robertson. La victoire de Trump, elle a pu être analysée comme une revanche justement du mâle blanc hétéro patriarcal.
Dans l'histoire du féminisme, il y a de toute façon toujours eu des allers-retours. C'est pas une progression comme ça, sans retour de bâton, sans backlash, comme on utilise le terme en anglais. Voilà. Il y a toujours eu des allers-retours, en particulier dans les périodes de crise. Les questions féministes, la situation des femmes de manière générale connaît toujours des reculs. Nous, on l'a vu dans une autre échelle, par exemple, avec ce qui s'est passé pendant le Covid, où on observe qu'en France et globalement dans le monde, cette crise sanitaire et économique a marqué un retour en arrière des progrès en matière d'égalité femmes-hommes. Ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est assez aussi symptomatique de ce backlash, et ça doit aussi nous alerter sur ce que pourrait connaître la France, voire même ce qu'elle peut connaître en même temps avec des idées, en ce moment, avec des idées réactionnaires peut-être qui se font de plus en plus sentir. Le TOEIC, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, est-ce que vous voulez bien nous présenter les contours de l'épreuve, en quoi ça consiste ? Le TOEIC est un test d'anglais qui allie la partie écoute, parlée et écrite pour justement déterminer plutôt dans un cadre business le niveau en langue à la base des professionnels. Et puis, de plus en plus, il est devenu, et depuis de longue date, un test qui est intégré dans les grandes écoles et qui permet justement de valider un niveau. Là, tester effectivement le niveau un peu différemment des cours Cambridge, du TOEFL. Quelle est la différence par rapport à ces autres tests ? Alors, il y a de nombreux tests. Le TOEIC en France est un test qui est très reconnu de longue date. Et justement, il marche très très bien en France. Et il est moins populaire dans d'autres destinations. Mais en France, c'est le test qui est requis effectivement dans des cadre d'admission de dossiers dans des grandes écoles type HEC, EM Lyon, etc. Et le niveau monte parce que les critères d'éligibilité font que on demande aux jeunes d'être meilleurs puisque l'anglais devient complètement incontournable désormais pour les études. La rentrée 2024-2025 a été, si je ne m'abuse, placée sous le signe de la nouveauté ou des nouveautés, à commencer peut-être par la restauration scolaire. C'était un pilier important justement de votre stratégie de développement. Donc ça, c'est la grosse nouveauté de 2025. On était en restauration industrielle depuis plusieurs années et ça posait plusieurs problèmes, notamment d'un point de vue écologique, puisqu'on avait à peu près 400 000 km par an de transport pour livrer les repas. Ensuite, c'était livré en liaison froide, donc avec des barquettes plastiques, ce qui génère du déchet. Ouais. Et donc, on a trouvé plusieurs vertus à refabriquer les repas dans notre cuisine industrielle. Ouais. Cuisine industrielle qu'il a fallu remettre à niveau. Avec 1500 repas par jour, c'est ça ? 1 million d'euros de travaux et on livre actuellement 2000 repas par jour. Même 2000 repas par jour, d'accord. Voilà. Et donc on travaille avec les producteurs locaux. On travaille en liaison chaude, c'est-à-dire que les repas sont fabriqués le matin et livrés ensuite dans les écoles. On ne génère plus de déchets plastiques. Voilà. Donc, et d'un point de vue gustatif, j'imagine. Alors d'un point de vue gustatif, c'est meilleur. Après, il y a eu une période un petit peu difficile dans la mise en route de cette cuisine centrale, puisqu'il a fallu tout réapprendre. Ouais. Mais bon, on a eu 2-3 semaines un peu compliquées maintenant. C'est rien, 2-3 semaines. C'est la mise en place, c'est rien du tout. Le premier grand combat des féministes, écrivez-vous, concerne l'accès à l'éducation et au droit de vote pour les femmes. D'une certaine manière, la partie est gagnée. Si on regarde en termes de taux de scolarisation, si on regarde malgré tout dans l'emploi, en politique, et pourtant, quand on creuse un tout petit peu, quand on gratte la surface, on se rend compte que ça résiste sur tous les domaines. Oui, il n'y a pas besoin de gratter très profond d'ailleurs pour voir que les inégalités sont encore là, que certaines d'entre elles sont très tenaces. Je pense qu'il faut saluer les avancées. Par exemple, le fait que les inégalités salariales, c'était une bonne surprise quand on a réédité les chiffres dans BNCT Féministe, se sont réduits légèrement, mais il y en a d'autres qui stagnent et d'autres qui régressent. Je pense en particulier à la place des femmes au Parlement. Elles sont moins nombreuses en 2024 qu'elles ne l'étaient en 2017. Et ça nous montre encore une fois que la parité en politique ne se fait pas naturellement et que à la moindre inattention, si on baisse un peu la garde, c'est le naturel
et un peu les rapports de domination misogyne qui reprennent le pouvoir. Des inégalités qui sont protéiformes, qui se nourrissent de plein de facteurs extrêmement différents. On est sur School TV, je vous pose forcément la question de l'école. Et alors par exemple aussi des programmes, parce qu'on parle beaucoup des inégalités femmes-hommes en termes d'accès à des emplois bien rémunérés. Je le dis comme ça parce qu'en matière d'études, et ça depuis belle lurette, les filles réussissent mieux que les garçons. Pour autant, elles ne font pas les mêmes études supérieures et elles n'ont pas accès aux mêmes emplois. Mais par exemple dans les programmes, alors nous on a eu l'impression que ça progressait plutôt pas mal quand même aujourd'hui et qu'on commençait à faire une toute petite place aux grandes femmes de l'histoire, aux grandes femmes de la littérature. Mais ça c'est un enjeu essentiel. Oui, il y a quelques années encore, il n'y avait aucune femme autrice étudiée dans les bacs littéraires, même dans le programme de français de manière générale. C'est une question portée par les féministes, par un certain nombre aussi d'enseignants et d'enseignantes qui se rendent bien compte qu'il y a une marge de progression dans les programmes qu'il et elle enseignent. Donc oui, ça fait son chemin, mais encore une fois, voilà, ne pas baisser la garde et puis faire en sorte que ce soit des sujets autant abordés que les autres, que ce ne soit pas considéré comme quelque chose de mineur, d'annexe et encore moins d'optionnel. Vous, chez Go-Only, vous avez développé un programme hybride combinant e-learning, cours individuels et immersion à l'étranger pour justement préparer ces étudiants au TOEIC. Est-ce que vous voulez bien nous en dire plus? Alors, tout à fait, puisqu'en fait, de longue date, on proposait des séjours linguistiques de préparation au TOEIC dans de nombreuses destinations. Et on s'est dit finalement, apprendre l'anglais, progresser en anglais sur une courte période telle qu'un séjour linguistique qui tend à être de 1 à 2 semaines, c'est un peu court, c'est un vrai boost. C'est vraiment quelque chose de performant, mais on s'est dit, améliorons notre offre, notre proposition, et proposons un parcours à ces jeunes, de manière à ce que, en fonction des disponibilités de chacun et du côté pratique de la solution, on arrive à leur proposer un parcours qui dure 8 semaines, un trimestre, voilà. Et donc on a fait un test initial. Ensuite, on va faire des cours particuliers, que ce soit en visio ou en présentiel, un accompagnement e-learning, et après, le séjour linguistique, qui est là vraiment la manifestation et le boost final, pour terminer par le passage de l'examen. La priorité parentalité qui était grande cause nationale en 2021, vous avez surfé et vous vous êtes dit que ça n'allait pas être 1 ou 2 années, mais que ça devait être effectivement sur le long cours. Cette cause, elle sera sur toute la durée du mandat. Et on a des actions qui sont différentes parce qu'en fait, on s'est rendu compte que de vouloir attaquer la parentalité en frontal en disant on va discuter, une sorte d'injonction, ça ne fonctionne pas parce qu'en fait, on s'est rendu compte que les parents se sentaient peut-être stigmatisés. C'était pas la bonne approche. Donc, on est en train d'essayer d'aller au plus près des parents et de discuter plutôt en micro qu'en macro. Dans quel cadre vous discutez avec ces parents, justement? Donc là, on va essayer de passer par les écoles. Donc, sur le mois de janvier, on va aller aux sorties d'école avec des partenaires de l'éducation et essayer de rencontrer les parents et d'enclencher une dynamique de discussion, mais aussi de prospective sur comment on peut travailler ensemble. Et la première difficulté, c'est de se rencontrer, en fait. Ouais. Une fois qu'on s'est rencontrés... briser la glace, qu'ils comprennent que c'est pour l'intérêt de leur enfant. Bien, ça, ils le comprennent, c'est évident, mais la difficulté, c'est de franchir le pas, puis aussi de s'affranchir du regard de l'autre. C'est-à-dire que, oui, je viens discuter parentalité, ça veut dire que je suis en difficulté. Non, on n'est pas forcément en difficulté, on peut simplement avoir besoin de se renseigner. Et puis, on a besoin d'échanger en tant que parents, et les problématiques sont tellement nombreuses que... se retrouver parfois un peu démunis, c'est juste normal, quoi. C'est la fin de ce Grand JT. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci Guillaume d'être revenu sur le Grand JT. On est ravis de vous retrouver. On vous retrouve peut-être demain, après-demain, la semaine prochaine. Voilà, j'adore. Moi, je ne sais jamais. C'est toujours une surprise très agréable de vous avoir tous. En tout cas, la réalisation aujourd'hui, c'est Romain Luc. Au son, c'est Louise Merlin. Le maquillage, Laure Edmond, Laura Girard et Ma Ferré à la rédaction. Merci à vous tous et à demain. Ciao.